Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était très agréable d'être là et d'écouter la discussion. Alors moi, l'accent que j'ai mis, c'est plutôt sur la tension entre justice et soin. Et j'avais commencé un peu à y réfléchir, j'avoue, avant de venir, même si, évidemment, tout ce qui s'est dit a nourri un peu ce que je vais vous dire là. Alors, je commence par la justice. Je vais y aller un peu à coup de serpe. Selon une définition qu'a citée Benjamin Pichot, c'est donner à chacun ce qui lui revient, voilà, dans le droit romain. Et donc, elle suppose, et c'est là que je vais avoir un petit désaccord avec Benjamin, pour la personne ou l'institution, l'impartialité, sans quoi on risque d'attribuer moins ou plus à chacun que ce qui lui revient. Alors, mon désaccord, il est vraiment sur les mots peut-être. C'est-à-dire que pour moi, l'impartialité, ce n'est pas un détachement affectif nécessairement ou une absence de valeur. Ça, c'est plutôt la neutralité. Il y a le philosophe Adam Smith qui parlait du spectateur impartial. Le spectateur impartial, c'est ce spectateur de la société qui lui est extérieur, qui veut le bien de la société, qui a la mission de dire ce qu'il faut à cette société, et qui ressent pour chacun des membres de la société un degré égal de sympathie. Eh bien, ce spectateur impartial, il a précisément un affect. Donc ça, c'était le premier point. À mon avis, le premier attribut de la justice, alors ça a été critiqué, hein, donc c'est bien sûr critiquable, c'est l'impartialité. La deuxième, c'est l'universalité, à mon avis. La troisième, c'est l'atemporalité, parce que ce qui est juste aujourd'hui doit l'être aussi demain, mais aussi une justice doit s'exercer entre le présent et le futur. C'est la fameuse thématique des générations futures. Je ne dois pas sacrifier les demandes futures aux demandes présentes, mais c'est aussi une question qui se pose à tout soignant quand il soigne. Et non pas seulement à l'égard des générations futures, mais simplement à l'égard de toutes les personnes qui ne sont pas présentes devant lui au moment où il soigne. Donc, il semblerait que la justice, pour s'exercer, doive s'abstraire du contexte, qu'il soit d'ailleurs temporel ou spatial, s'élever, selon la formule d'un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel, à une sorte de point de vue de nulle part. Alors le soin maintenant, c'est apparemment totalement l'inverse, c'est-à-dire que le soin, ça consiste essentiellement à faire face à un désordre singulier et contextuel, que ce soit une maladie, une souffrance, le désordre après une catastrophe naturelle, ou de façon beaucoup plus quotidienne, le désordre dans une salle à manger, par exemple. Et donc, le soin, dans toutes les définitions qu'on peut lui donner, qu'il soit médical, psychologique, affectif, ménager, domestique, redonne un ordre vivable, mais un ordre toujours éphémère. Et le soin est donc, par définition, partial. Et là-dessus, Benjamin Pichot a été très clair. Il est singulier, il est éphémère, il est plus ou moins urgent. Alors, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'à l'espace éthique, nous penchons plutôt vers le soin que vers la justice dans nos réflexions. Nous parlons assez peu de justice, et quand nous voulons parler de justice, nous parlons plutôt de justesse d'ailleurs, car nous assimilons la justice à une vertu soignante en extirpant un peu de la justice la dimension sociale, la dimension d'organisation des soins. Et ce, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous faisons une éthique du soin et nous travaillons ici sur les valeurs du soin, le plus souvent avec des soignants, et ce, dans un contexte spécifique qui est l'hôpital, l'EHPAD ou tous les établissements médico-sociaux. Mais une autre raison tient aussi plus fondamentalement aux deux figures du mal que le soin et la justice combattent respectivement. Le mal que combat le soin, c'est le désordre d'une situation présente, comme je l'ai dit, donc la maladie, la souffrance, qui est évidemment immédiatement visible, qui saute aux yeux. Hein. Alors que la justice, elle, combat l'injustice dont la manifestation n'est pas immédiate. L'injustice n'est pas immédiatement visible, elle se montre, elle s'objective grâce à des études, grâce à des statistiques, grâce à des études aussi qualitatives, et notamment on a pu montrer donc un gradient social dans toutes les sociétés, c'est-à-dire une équivalence assez étroite entre la catégorie socio-professionnelle des individus et l'espérance de vie. Et donc, l'injustice, pour compléter un peu, est en partie une affaire d'allocation des ressources et d'accès aux soins, hein, comme cela a été dit beaucoup. La trajectoire de soins n'est pas toujours guidée par le besoin,
mais elle peut l'être par des critères financiers, hein, qui a l'argent de payer ou non des soins, mais aussi par des jugements de valeur plus ou moins explicites, comme le disait le chirurgien tout à l'heure. Mais l'injustice dans le domaine de la santé est aussi une affaire de pouvoir dans la société, d'éducation. Ce sont ces fameux déterminants de la santé, déterminants sociaux de la santé. Donc, tout ça pour dire que la justice est considérée comme un des 4 piliers de l'éthique biomédicale, hein, depuis l'ouvrage de Beauchamp et Childress, mais pourtant, elle est quelque part le parent pauvre de la réflexion éthique. Le deuxième point que je voudrais développer, ce sont les tensions qui existent entre le soin et la justice. Les tensions concrètes, hein, et quotidiennes qui existent entre les deux. Pourquoi? Une première raison, c'est que le soin ignore la finitude des ressources, leur rareté, leur coût, c'est ce qu'a dit aussi Benjamin Pitchot. Du point de vue du soin, c'est-à-dire de la confrontation à un désordre présent, immédiat, il est inacceptable, voire totalement immoral, inhumain de ne pas soigner au nom d'un impératif économique. Dans la perspective du soin, l'argument économique passe pour inhumain, voire pour meurtrier dans certains cas. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le soin dépend toujours de la relation, de facteurs contextuels, de facteurs singuliers, d'événements fortuits, de la personnalité du soignant, de la personnalité de la personne qui le reçoit. Alors que la justice exige, comme je l'ai dit, à mon avis, l'impartialité. Voilà, donc voilà pour les tensions. Et donc la question se pose de savoir comment on peut articuler les deux, en fait, le soin et la justice. Et j'aimerais esquisser 3 façons de les articuler. La première façon pour moi, c'est de faire primer la justice sur le soin, que je ne défendrai pas du tout. Parce que quand on fait primer la justice sur le soin, c'est-à-dire lorsqu'on rationalise à outrance le système de soins, on réduit le soin à une sorte de luxe, de résidu, de supplément d'âme, et on considère que ce qu'on doit à la personne, c'est l'efficacité. Autrement dit, on surdétermine le cure dans le soin au détriment du care. On se donne pour objectif de faire survivre dans la limite des ressources disponibles. Et à la limite, et à l'extrême limite, on a cette position utilitariste du philosophe Peter Singer qui nous disait que les soins doivent être attribués en fonction du seul critère de l'efficience, c'est-à-dire en fonction des qualies qu'ils permettent de procurer, du nombre d'années de vie qu'ils permettent de procurer. Et on voit bien ici poindre l'idée d'une hiérarchie des valeurs entre les vies. Certaines vies vaudraient la peine davantage d'être vécues que d'autres parce qu'elles seraient empiriquement plus justifiées. Donc on voit, et là ça a été dit aussi beaucoup, que le soin est réduit à un acte, un cure, à un bien matériel, sans que ce soin soit relié à un contexte singulier, à une relation. Et on manque du soin finalement la singularité. Et c'est là qu'on a aussi l'idée que les soins doivent être toujours les mêmes, hein. Donc voilà ce qui arrive à mon avis quand la vision du soin est entièrement déterminée, subordonnée à la justice. La position inverse, ce serait de dire, c'est la position du care, des théoriciens du care, que en fait le soin c'est la justice, le care comme justice. Alors je reviens 2 secondes sur la théorie du care. Les théoriciens du care, donc Joan Tronto par exemple, leur pensée ne peut pas se réduire à un appel à se soucier les uns des autres, ni à la critique de l'autonomie ou au constat de l'interdépendance entre êtres humains. Le point vraiment des théoriciens du care, c'est qu'ils entendent déplacer la focale de notre attention morale vers les attitudes et les sentiments qui se jouent dans les activités quotidiennes de soins. Et finalement, de son point de vue, l'éthique est définie comme care, c'est-à-dire comme disposition à prendre soin du soin, car, nous disent ces théoriciens, ces théoriciennes, le plus souvent d'ailleurs du care, les attitudes et les sentiments du soin sont le plus souvent invisibles, et celles et ceux, plus souvent celles que ceux d'ailleurs, qui pratiquent ces activités du soin sont souvent méprisés ou oubliés, ce sont les subalternes, hein, comme cela a été dit également. Donc, on voit bien en fait, la théorie du care défend une certaine idée de la justice comme soin. Et pour les théoriciens du care, contribue à une société juste tout ce qui rétablit la sensibilité morale contre la pensée abstraite et contre l'autonomie comme indépendance. Finalement, on voit bien que dans ce cas, la justice se rapproche de la justesse, puisqu'il s'agit toujours de trouver l'ajustement adéquat des rôles dans une situation singulière, notamment entre un patient et un soignant.
Et on voit aussi que cette réhabilitation du soin conduit à une redéfinition de la justice, puisque finalement le lien qu'on avait établi au départ entre la justice et l'impartialité, ce lien il saute maintenant. La justice n'est pas impartiale, hein, puisque les théoriciens du Caire considèrent qu'une justice impartiale est froide, insensible. Non, la justice, c'est au contraire la partialité, car nous devons être partiaux. Et une des grandes idées des théoriciens du Caire, c'est que nos responsabilités morales sont proportionnelles à la force de nos liens et de nos capacités à nous occuper des uns des autres. Concrètement, ça veut dire que nous avons plus de devoirs envers nos proches, envers ceux que nous voyons, qu'envers des inconnus que nous ne verrons jamais, ou qui ne sont pas encore nés. Alors, c'est une position intéressante du Caire, mais je ne suis pas d'accord personnellement, et je vais dire rapidement pourquoi. Je pense qu'il faut maintenir l'idée d'une justice comme impartialité dans les relations humaines, puisque si on ne défend plus ça, on ne peut plus dénoncer des injustices, puisqu'on ne peut plus se placer à un niveau, à un moment ou à un autre, à ce point de vue de nulle part, donc, pour dire que certains n'ont pas ce que d'autres ont. Donc on manque totalement cette perspective qui nous permet de dénoncer des injustices. Alors finalement, la troisième position, c'est de dire contre la subordination du soin à la justice, contre l'assimilation du soin et de la justice, de plaider pour une conciliation entre les deux. Et une conciliation qui n'est pas un juste milieu, en fait, mais qui est simplement l'idée que la justice et le soin s'exercent sur deux terrains différents. Il y a une frontière entre ces deux terrains, et cette frontière doit être entièrement respectée. La justice, d'un côté, elle permet que les ressources soient réparties de façon juste, en oubliant totalement les préférences, les intérêts des uns et des autres, mais la justice n'a pas vocation à réguler l'intimité des rapports humains. La justice doit pouvoir se donner ses propres limites et s'arrêter là où le soin opère. Et donc, à la question de savoir s'il faut être juste et impartial dans le soin, on pourrait dire que d'un côté, le soin doit s'exercer dans des institutions justes, c'est-à-dire que la justice doit être le cadre, mais que le soin ne saurait être juste et impartial lui-même. Et qu'on peut tolérer, même dans le soin, certaines inégalités, certaines différences, quitte en effet à ce que ces différences risquent de devenir des injustices. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire, et je vous remercie beaucoup.